Voilà, bonjour. Donc je vous présente Pierre Garello, je suis professeur d'économie à Aix-Marseille Université et très heureux d'être ici pour de multiples raisons. L'une d'entre elles, c'est que ça fait très longtemps que je travaille avec les étudiants, y compris des Français, et souvent justement, c'est vrai, les étudiants français sont moins nombreux que les étrangers. Quand on fait des séminaires, on organise des séminaires à l'étranger, des fois j'ai un Français pour 50 étrangers. Bon, aujourd'hui les choses sont en train de changer et c'est bien. On parlait de Hayek à l'instant, et je me disais que Hayek, c'est un personnage qui a passé probablement dans sa vie une vingtaine d'années terribles, où plus personne n'écoutait ce qu'il disait. Entre globalement la fin de la Seconde Guerre mondiale et son prix Nobel, il y a eu une traversée du désert assez importante, tout juste si les universités l'auraient accueilli. Et puis son message, à partir de la fin des années 70, son message a commencé à être redécouvert. Voilà, je crois que ça veut dire que, même si en France les idées libérales ont eu un petit creux depuis Frédéric Bastiat, eh bien voilà, on est, je crois, cette journée le montre, on est peut-être en train de trouver un nouvel élan. Voilà, alors j'ai décidé de parler du pouvoir de la liberté, parce que je crois que ce libéralisme est malheureusement encore mal compris, c'est pour ça qu'il n'est pas suivi en France, parce que les gens ne le connaissent pas. Il y a trop de gens qui l'ont déformé ou qui en donnent une vision imparfaite, parfois même totalement contraire à ce que le libéralisme est vraiment. Voilà, alors je sais que certains d'entre vous sont déjà des érudits, donc ils m'excuseront de présenter des choses un peu de base, mais en même temps, si on veut commencer quelque chose, une nouvelle aventure, il faut quand même bien s'assurer qu'on construit sur du solide. Voilà. Alors, de toute évidence, en France, le libéralisme est méconnu. J'avais un long interview, je crois, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, d'un gars du Canard enchaîné, qui voulait faire un papier, je ne sais pas s'il a fait, d'ailleurs je ne lis pas le Canard, mais sur le pourquoi on n'entend pas les libéraux ces derniers temps. Voilà, ça le peut. Ah, ça c'est super. Voilà. Merci. Voilà, et bon, par exemple, le personnage de droite est parfois considéré comme un ultra-libéral. Le personnage de gauche comme un socialiste. Bon, en fait, ils font la même chose. Il n'y a pas que la mimique, que la gestuelle qui est identique. Il y a leur programme. Si vous voulez regarder, d'ailleurs, les dernières élections, c'était assez ennuyeux quand même. Alors bon, après, on peut se battre sur quelques problèmes de société, sur le mariage des homosexuels, des choses comme ça. Et puis, bon, mais pour ce qui est des fondements, ce qu'ils vont faire, le rôle de l'État, si jamais demain ils sont élus, eh bien, on avait à peu près les mêmes discours. Et on a à peu près les mêmes politiques. Donc la liberté n'est pas comprise, et c'est d'autant plus dommage qu'aujourd'hui, je crois enfin c'est mon analyse, je ne suis pas un sociologue, mais on sent que justement il y a un peu un rejet de ces gens-là, il y a un manque de crédibilité, on fait moins confiance à l'État, mais malheureusement la plupart des jeunes, tout ce qu'ils ont c'est un État en fait auquel ils font plus confiance et puis basta, ils n'ont pas d'alternative, ils n'ont pas de vision, parce qu'ils ne connaissent pas le libéralisme, parce qu'ils croient le connaître mais ils ne le connaissent pas. Donc on ne fait plus confiance en l'État, mais on ne fait pas confiance non plus dans la liberté, et donc on est là un petit peu sans trop savoir que faire. On a souvent évidemment des images négatives, la raison pour laquelle les gens ne se tournent pas vers le libéralisme, c'est que des intellectuels constamment nous rappellent que c'est le loup dans le poulailler, que bon, c'est la loi du plus fort, etc. Et donc, un peu, sans trop savoir que faire, eh bien, on continue, malgré tout, on continue de se tourner vers l'État, vers le Parlement, et on espère le salut. Ça n'a pas marché jusqu'ici, mais peut-être que demain ça va marcher. Alors évidemment, ça suppose qu'on soit un peu aveugle, parce que si on rentre dans la maison État, on s'aperçoit que bon,
ça, pour de bon, que c'est le loup dans le poulailler. Et alors ça, je crois que c'est le Parlement italien. On se tape dessus, on s'injurie, on se fait des coups bas. Mais bon, une fois encore, on est sans alternative. En tout cas, c'est ce que les gens pensent. Voilà, alors, pourtant, c'est dommage parce que les mérites de la liberté ont été identifiés depuis longtemps. Bon, là, on a ce bon vieux Aristote. J'aurais pu choisir n'importe quelle autre photo. Le libéralisme, c'est pas quelque chose qui est né chez quelques libertariens après la Seconde Guerre mondiale. C'est une vieille philosophie politique qui a vraiment ses lettres de noblesse. Alors, c'est quoi ce libéralisme? La première chose, évidemment, je crois qu'il faut rappeler, c'est de suite éliminer un quiproquo. Le libéralisme, ce n'est pas l'absence de règles, loin s'en faut. Bon, peut-être qu'il aurait fallu changer le terme, mais bon, c'est parti comme ça depuis ces révolutionnaires espagnols. Après, on a repris le terme un petit peu de partout. Mais vous voyez déjà, Adam Ferguson, bon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un des professeurs d'Adam Smith, donc nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, et il disait la liberté n'est pas, comme l'origine du mot semble indiquer, une libération de toute contrainte. La liberté, ce n'est pas la libération de toute contrainte, mais plutôt la plus effective des applications de toutes les contraintes justes. Par exemple, il faudra discuter de ce que sont les contraintes justes, à tous les membres d'un État libre, qu'ils soient gouvernants ou sujets. Donc la liberté s'inscrit, et Bastia disait la même chose, s'inscrit dans des règles. Pour Bastia, par exemple, la propriété, c'est quelque chose qui arrive avant toute discussion politique. Donc le libéralisme, c'est le respect de certaines règles, c'est le respect mutuel des sphères privées et de la propriété d'autrui. Donc ce n'est pas l'absence de règles, aucun d'entre nous n'est en faveur de ça. Si vous n'insistez pas sur ce point, vous allez vite être classé parmi les farfelus, les libertaires, enfin ceux qui veulent faire... peut-être que c'est bien d'être farfelu aussi, mais en tout cas le libéralisme, c'est pas ça. C'est une façon de vivre ensemble, et cette façon de vivre ensemble, elle repose sur l'acceptation de règles. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, une fois encore, excusez-moi si j'enfonce des portes ouvertes, mais la liberté, ça suppose donc la responsabilité, parce que c'est des règles. Et ces règles définissent des sphères privées, et donc je suis responsable de ce qui se passe dans cette sphère privée, y compris des résultats de mes efforts. Alors pourquoi c'est important? Eh bien d'abord parce que ça évite... alors on peut interpréter la photo avec les tortues différemment. Moi je cherchais à illustrer le freeriding. Donc, mais on pourrait aussi dire les parents qui prennent soin de leurs enfants. Mais en l'occurrence, voilà. Donc la liberté, ça évite le freeriding, ça évite des gens, une fois encore comme le disait Bastia, qui essaient de vivre aux dépens des autres. Parce que chacun est responsable de sa sphère, de ce qu'il fait, de ses efforts. Et donc, si vous êtes responsable de votre travail, eh bien, vous prenez plus soin, évidemment, de ce dont vous avez la garde et sur les choses sur lesquelles vous avez l'exclusivité. Alors ça, c'est important, évidemment, parce que c'est le pouvoir de la liberté, il commence là aussi. Je suis libre, donc responsable. Si je fais quelque chose de ce qui m'a été confié, de ce qui m'appartient, je vais en profiter, et donc ça c'est évidemment une formidable incitation. Il faut encore relisez Aristote, si ça ne vous plaît pas, relisez n'importe qui entre Aristote et les penseurs modernes, vous retrouverez l'idée. Voilà. Donc là encore, la liberté, c'est-à-dire la liberté, ça va avec responsabilité. Une autre chose importante, la liberté permet l'échange. Les gens aiment bien l'échange. Si vous parlez à des gens de tous bords, intellectuels, en général, l'échange a une connotation positive. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il n'y a pas d'échange véritable s'il n'y a pas de liberté. Donc si je ne suis pas, si je n'ai pas ma sphère d'autonomie, eh bien, il n'y a pas d'échange, puisque l'échange suppose cette sphère d'autonomie, ça suppose une démarche volontaire. Pas de sphère d'autonomie, pas d'échange. Donc la liberté permet l'échange.
Donc vous pouvez le dire à des gens qui sont ennemis du libéralisme, ils disent oui, parce que toi tu n'aimes pas l'échange entre les individus. En général, ils vont se sentir un petit peu offusqués. Donc l'échange, c'est aussi vieux que le monde. Tiens, voilà ma poule, passe-moi ton lièvre ou ton lapin. Et l'échange, c'est probablement l'une des choses les plus merveilleuses. Donc le libéralisme, c'est une certaine conception de l'homme, l'homme qui s'épanouit à travers l'échange. L'un des pères du libéralisme, c'est l'économiste Adam Smith. Et Adam Smith faisait souvent la remarque suivante. Il disait, est-ce que vous avez déjà vu des chiens s'échanger des os? Genre, tiens, moi j'en ai un rouge, toi tu en as un petit noir, donne-moi le petit noir, je te donne le rouge parce que je préfère les petits noirs. Non. Et en fait, l'échange, c'est vraiment une trace de l'humanité, c'est une caractéristique de l'être humain. On se développe, on s'épanouit dans l'échange. Les chiens, les pauvres, n'échangent pas. Oui. Voilà. Donc, là encore, si on veut que l'homme soit homme pleinement, on a besoin de ça ou pas? Vous dites, c'est non, chez la voix. On est au premier rang, oui. Ça va même au fond, vous m'entendez? Vous voulez le micro? Voilà. Alors, oui, d'autant que, voilà. Donc, l'échange, c'est la marque de l'homme et c'est la marque du libéralisme. Une fois encore, insistons sur le fait qu'il n'y a pas d'échange véritable s'il n'y a pas de sphère d'autonomie. Bon, l'échange est aussi créateur de richesse. Bon, là, j'ai mis un petit graphique rigolo, ça fait rigolo, je ne sais pas si ça fait grand monde. Mais classique pour les économistes, c'est la fameuse histoire de l'Angleterre et du Portugal qui s'échangent de la laine et du vin. On fait ça en fac d'éco. Et globalement, on démontre que, alors là, ça c'est la ligne bleue, donc là c'est la laine, là c'est le vin. La ligne bleue, c'est ce que les Anglais peuvent faire si jamais ils vivent en autarcie. Donc ils vont choisir un point là ou en dessous s'ils sont feignants. Les Portugais peuvent faire tout ce qui est sur la ligne rouge ou en dessous s'ils sont feignants. Mais aucun ne peut rêver d'aller au-delà de ces lignes. Voilà, tant que je vis en autarcie, tant que je n'échange pas, je ne peux pas aller au-delà. Or, s'ils échangent, eh bien, les Anglais peuvent se retrouver là et les Portugais là. C'est le miracle de l'échange, une démonstration qu'on fait en fac d'éco, mais que vous faites tous les jours. L'échange c'est un gain mutuel, c'est un jeu à somme positive. C'est vraiment créateur de richesse au sens réel du terme, enfin si on entend par richesse, la capacité à satisfaire ses besoins, à atteindre ses fins, ses objectifs. L'échange est créateur de richesse. Une belle chose. L'échange aussi apporte la paix. C'est Montesquieu, le doux commerce. Mais il est clair qu'on ne va pas envoyer des bombes et des roquettes sur son partenaire commercial. En tout cas, on va réfléchir à deux fois. D'abord parce qu'on le connaît, peut-être qu'on a croisé ses enfants, sa famille, etc. Puis après tout, c'est mon partenaire commercial. Si l'échange est un jeu à somme positive, si je lui envoie des roquettes sur la tête, eh bien, ça veut dire que moi, je vais devoir revenir en arrière. Je vais devoir... Il y a des besoins que je ne pourrais plus satisfaire. Donc, l'échange aussi est fruit de paix. Et ça, c'est à distinguer de la redistribution. Il faut probablement plus insister sur la différence entre l'échange et la redistribution, parce que finalement, c'est ça le choix qu'on a à faire. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où la règle de base, c'est l'échange, c'est-à-dire la démarche volontaire, ou est-ce qu'on veut vivre dans une société où, finalement, l'essentiel, en tout cas une bonne partie, enfin, aujourd'hui on peut dire l'essentiel, puisque les dépenses publiques ont dépensé les 50% du PIB, l'essentiel de ce qu'on fait, c'est de la redistribution. C'est-à-dire qu'on donne, on met, puis après, dans la maison des fous, là, on va redistribuer, selon des critères, qui sont tous arbitraires. Alors, la redistribution, c'est toute une autre histoire. La redistribution, qui, notez-le, n'est pas la même chose que le don. Le don, philosophiquement, est plus proche de l'échange. Parce que je décide volontairement de vous donner, par exemple, quelque chose, et vous, d'ailleurs, pouvez refuser mon don, si vous le voulez. Donc, si vous l'acceptez, ça veut dire que vous aussi, vous êtes mieux avec le don que sans le don. Donc, le don, c'est une forme un peu spéciale d'échange. La redistribution, c'est pas un échange. Le billet de 50 €, s'il va à l'un, il ne va pas à l'autre.
la redistribution est un jeu à somme nulle. Même des économistes comme Gordon Tulloch ont bien insisté sur le fait que c'est un jeu à somme négative, parce que du coup, chacun va développer des efforts, pas pour créer de la richesse, mais pour être sûr d'avoir le billet. Donc non seulement on ne crée pas de la richesse, mais on perd du temps pour essayer d'être du bon côté de la redistribution. La redistribution, c'est donc différent, c'est un rapport entre les êtres humains qui est vraiment, je vais dire presque à l'opposé de ce que propose une société d'échange. Alors l'échange, la liberté responsabilise, la liberté c'est la porte ouverte à l'échange, et donc la liberté, eh bien, libère notre créativité. C'est évidemment toute la dimension entrepreneuriale, mais entrepreneuriale au sens large. Il y a évidemment les entrepreneurs qui montent des boîtes, c'est très bien, mais nous-mêmes, dans nos décisions quotidiennes, même en tant qu'étudiants, je dis toujours à mes étudiants, il y a des étudiants qui sont de vrais entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un étudiant d'être entrepreneur? Ça veut dire voilà, je possède, j'ai ma sphère d'autonomie. Mon temps, mon argent, quand on est étudiant, on n'en a pas beaucoup. Enfin, on a du temps, on a des fois l'argent des parents. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce temps, avec cet argent? Bon, et là, c'est une création, c'est une véritable création. Il faut essayer d'imaginer, il faut se renseigner, il faut faire preuve d'audace parfois, etc. Donc l'entrepreneur, c'est toute action humaine qui a une dimension entrepreneuriale. Et l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il crée. Il crée, c'est-à-dire il crée des richesses, il va au sens où il va trouver de nouvelles façons de satisfaire ses besoins. Et très souvent d'ailleurs, une nouvelle façon de satisfaire les besoins des autres. Pourquoi? Parce que dans une société de liberté, et c'est la fameuse main invisible de Smith qui fait ricaner tous les intellectuels qui n'aiment pas les libéraux, dans une société de liberté, comment je fais pour m'enrichir? Eh bien, je suis obligé comme je ne peux pas violer la sphère d'autonomie des autres, je suis obligé de chercher quelque chose qui les rende heureux. Donc la seule façon de satisfaire, c'est merveilleux ça, la seule façon de satisfaire ses aspirations dans un système de liberté, c'est en cherchant comment les autres peuvent satisfaire les leurs. C'est miraculeux, c'est comme ça que dans une société libérale, eh bien, on va s'enrichir, entre guillemets, s'enrichir soit pécuniairement, soit s'enrichir d'amis, je sais pas, d'expérience, de culture, etc. Voilà, donc l'entrepreneur, il crée, sa création souvent consiste, alors quand on est étudiant, à essayer de trouver peut-être la filière qui nous convient mieux, etc. Quand on est ensuite sur les marchés, eh bien, créer, c'est souvent trouver quelque chose qui intéresse les autres. Une fois encore, comme le dit Smith, la boulangère, elle vous sert du bon pain, pas parce qu'elle vous aime, elle vous sert du bon pain parce qu'elle a envie que vous reveniez le lendemain. Donc elle sait que son bonheur, c'est de faire votre bonheur. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle vous sourit aussi en général. Si elle fait la gueule, vous ne reviendrez pas dans cette boulangerie le lendemain. Voilà. Et ça, c'est la liberté. C'est ça les fruits, le pouvoir de la liberté. C'est évident parce qu'on le vit chaque jour, mais enfin on l'oublie un petit peu. Alors, justement, quand même, revenir sur cette idée de création. Là, il y a deux bonhommes, je ne sais pas si vous saurez les identifier. Allez, 100 € à celui qui vous donne les deux. Bon, allez, peut-être que je suis quand même... Les 10 €, allez. Le deuxième, c'est pas lui. Alors, celui de gauche. Malthus. Celui de droite. Julian Simon, exactement. Quelle est la différence entre les deux? Bon, Malthus, là, je lui tape dessus, j'allais dire de façon peut-être un peu, pas tout à fait juste, parce qu'il faut replacer Malthus dans son contexte. Le contexte de Malthus, c'est que, justement, il trouve qu'il y a trop de redistribution dans l'Angleterre de l'époque. Et il part en guerre contre ce qu'on appelait les poor laws. Et il dit arrêtez avec vos poor laws, donc du coup, il trace un portrait abominable du futur. Et il dit attention, attention, si ça continue comme ça, on va manquer, on est en Angleterre,
en 1800, hein, on va manquer on n'aura pas assez pour nourrir toutes ces bouches. Hein. Les ressources augmentent beaucoup moins vite que la population. Hein. Malthus, c'est le commandant Cousteau de 1800, ou c'est comment il s'appelle, Nicolas Hulot, c'est ça? Le Nicolas Hulot du début du 19e. On va manquer de ressources. Il y en a eu d'autres, hein, c'est des Malthus. Une fois encore, il dit ça essentiellement pour dire qu'il faut arrêter les lois sur les pauvres. Mais bon, les gens vont retenir cette idée. Et Malthus fait la même erreur que beaucoup. Si vous regardez la plupart des... Moi, je suis vraiment impressionné quand je fais cours auprès d'étudiants, et de partout, c'est pas juste en France. Hein. L'angoisse. L'étudiant, c'est quelqu'un qui est un être angoissé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à longueur de journée, on lui rabat les oreilles, on manque de ressources, attention, la planète va exploser, et alors, est-ce que tu songes à ton empreinte écologique, etc., etc. Mais on le sent, hein. Moi je faisais cours au Caire encore il y a quelques temps, et les étudiants à la fin, monsieur, c'est bien, mais quand même, et comme ça, ils m'avaient suivi pendant toute la semaine, et puis le dernier jour, la dernière discussion, on est parti sur les questions d'environnement, et là, d'un coup, tout ce que j'avais dit, il avait oublié, là, c'était... Donc, ces gens sont comme Malthus, ils voient un stock de ressources données, et donc, évidemment, ils s'inquiètent, ils se disent, on va manquer de ressources. Qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce raisonnement? Eh bien, ce qu'il y a de faux, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'est une ressource. Une ressource, si vous lisez l'un des pères, enfin le père de l'école autrichienne, Karl Menger, une ressource, quelque chose devient ressource qu'à travers les regards des individus. Les ressources, elles ne sont pas données, c'est à nous de les trouver. C'est à nous de dire que cette chose-là, elle pourrait nous servir pour satisfaire tel besoin. Parce que c'est ça une ressource, c'est quelque chose qui nous sert à satisfaire un besoin. Et ces choses-là, elles ne sont pas données. Pensez au pétrole, par exemple. Pétrole, ressources. Ressources, on se bat même pour le pétrole. Ah oui, mais le pétrole, ça a été une nuisance probablement pendant des millénaires. C'est devenu une ressource quand des gens ont trouvé comment faire avec ce truc-là, qui n'est pas très engageant, plutôt noir, des fois ça sent mauvais. Comment faire de l'énergie. Donc les ressources, les choses deviennent ressources à travers notre regard. Du coup, quelle est la ressource ultime? Pour reprendre le titre de l'ouvrage de Julian Simon, qui a été traduit en français d'ailleurs, que je vous invite à lire. Vous pouvez le lire en anglais aussi. Quelle est la ressource ultime? Eh bien, la ressource ultime, elle est là. Hein, c'est ce monsieur, la ressource ultime. Hein, c'est notre cerveau, c'est notre créativité. Hein. Donc, c'est l'erreur de Malthus. Il avait négligé cette ressource ultime. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Ils ont manque de ressources, alors ils se tournent une fois encore vers l'État, qui va gérer la ressource rare. Hein, ces gens-là ont tout faux, ils n'ont rien compris au processus de développement. Voilà un processus de développement pourtant impressionnant. Hein, que Malthus se soit trompé, c'est assez évident. Je ne sais pas si vous connaissez ce graphe, j'aime bien le sortir. Il est même plus impressionnant si on le poursuit à gauche. Ça nous donne, c'est ce qu'on appelle les données de Madison. Si vous êtes intéressé, vous allez sur Google, vous tapez Madison, vous allez trouver. C'est le PIB par habitant sur une très très longue période. Alors en fait, il est remonté jusque 2000 ans en arrière. Et si on était remonté 2000 ans en arrière, là, vous auriez une courbe plate. Et puis là, vous avez donc le PIB par habitant. Alors c'est en France. Et là, nous sommes au début du 19e. Là, vous avez à peu près la révolution industrielle, vous voyez, qu'il ne se passe pas grand-chose. N'empêche que Malthus panique. Et puis là, vous avez le 20e qui démarre à peu près ici. Les deux petits creux sont faciles à comprendre. C'est les 2 guerres mondiales. Et puis ça, c'est ce qui arrive après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous, la plupart d'entre vous, êtes nés à peu près par là. Donc, vous êtes arrivés sur cette planète plutôt au bon moment. En tout cas, c'est plus plaisant que ceux qui étaient sans perspective. Donc, pourquoi je mentionne ça? Parce que probablement vous aurez pris quelqu'un au début du XXe siècle, vous lui aurez dit, vous prenez quelqu'un ici, ça c'était déjà exceptionnel si on regarde l'histoire de l'humanité. Vous lui aurez dit, oh là là, attention, t'as rien vu. Et vous aurez dit, vous êtes fou.
c'est pas possible, on ne peut même pas continuer. Vous avez des économistes comme John Stuart Mill qui disaient bon, maintenant la croissance va s'arrêter, on va commencer à développer les loisirs, il écrit en 1848, il est là le pauvre. Et il pense que même Jean-Baptiste Say, tiens, que j'adore d'ailleurs, lisez son traité d'économie politique, c'est un fameux bouquin, il vaut la plupart des manuels qui sont écrits dans ce 21e siècle. Mais Jean-Baptiste Say, il n'est pas très bon, lui aussi, il écrit vers les années 1800, mais lui aussi, il pense que cette chose-là va s'arrêter quand même, la machine s'emballe. Les économistes, qu'est-ce qu'ils ont négligé? Ils ont négligé le pouvoir de la liberté, cette capacité de création. Voilà. Au passage, on comprend que certaines personnes, il faut être aussi un peu, savoir voir les choses sous différents aspects, certaines personnes sont un peu effrayées. Une telle croissance en ce XXe siècle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe après? Enfin, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que le libéralisme vous donne aussi le pouvoir de faire le bien. Le pouvoir de la liberté, c'est aussi le pouvoir de faire le bien ou de faire le mal. J'ai mis ici une des publications de Students for Liberty. Je vous invite à lire ce petit bouquin. Je ne sais pas s'il y en aura ici ou pas. On en a? Vous le trouverez. Ce sont des témoignages de gens très divers qui disent que le capitalisme, le libéralisme, dans ma bouche c'est la même chose, c'est aussi quelque chose de moral. En fait, c'est nécessaire à un comportement moral. Et ça incite à un comportement moral. C'est nécessaire pourquoi? Parce que la moralité, c'est quoi? Je ne suis pas philosophe, mais la moralité, c'est la capacité de choisir entre le bien et le mal. On est d'accord. Après, on peut pas être d'accord sur c'est quoi le bien, mais c'est la capacité de choisir. Si je n'ai pas la capacité de choisir, je n'ai même pas la capacité d'une démarche éthique, puisque de toute façon, j'ai pas de choix. Donc, et souvent ceux qui n'aiment pas le libéralisme, nous disent toujours « Ah, toi tu es en faveur d'un système qui n'est pas du tout moral ». Et en général, leur solution, ça consiste à quoi? Ça consiste à retirer la possibilité de choisir aux gens. Donc en fait, la possibilité d'un comportement éthique. On ne peut pas, moi je ne vois pas comment on peut rejeter le libéralisme, au sens où on l'entend ici, des sphères d'autonomie pour les gens, sur lesquelles ils peuvent décider, sur lesquelles ils ont une exclusivité, et en même temps faire des discours à longueur de journée sur le comportement éthique. Sauf, et c'est malheureusement le cas, à vouloir imposer sa vision de ce qui est bon au reste de la planète. Mais ça, alors, pour moi, ça s'appelle la dictature. Voilà, donc la liberté vous donne aussi le pouvoir de faire le bien, de faire le mal aussi. Le libéral n'est pas... ne se trompe pas trop, je crois, sur la nature humaine. On peut faire le mal, mais un mal encadré parce qu'il y a des règles. Donc, il y a quand même, peut-être on pourra avoir un comportement qui est pas très moral, mais qui devra avoir quand même ses limites. Il y a un exemple que je prends souvent, c'est celui de l'achat d'une maison. Comment vous faites pour faire des affaires quand vous achetez une maison? Alors, ça ne vous est pas encore arrivé à votre âge. Mais un jour, vous allez vous poser cette question. Bon, l'un des trucs, c'est de tomber sur un couple qui divorce. Pourquoi? Parce que le couple qui divorce, eh bien, en général, il a un peu le couteau sous la gorge. Il faut régler ce divorce. Et donc, il faut vendre la maison vite. Quitte à la vendre 10 ou 15% moins cher. Donc, de la sorte, vous pouvez donc vendre. Alors, ça peut être les divorcés, ou ça peut être... Mais trouver quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de vendre de suite. Et ça vous permet d'acheter 20% moins cher. Alors, est-ce que c'est moral? Vous avez la liberté de dire, mon brave monsieur, je sais que vous avez des difficultés, je sais que vous êtes prêt à me vendre votre maison 20% en dessous du marché, mais j'insiste pour vous payer la totalité. Vous pouvez le faire. Et certains le font. C'est très bien. Vous pouvez aussi dire, ma foi,
il veut vendre 20% moins cher, ou à ceux du marché, c'est une aubaine pour moi, je prends. Je prends de suite. Notez que si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites ça, finalement, vous aidez l'autre à satisfaire ses fins, parce que ses fins, c'est de vendre vite. Alors que si vous passez une loi qui va dire on n'a pas le droit d'acheter 20% dessous du marché, eh bien le pauvre gars qui voudrait vendre vite, il va devoir attendre 6 mois, 1 an, etc. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que la liberté vous donne la possibilité de choisir votre comportement moral, mais au sein de règles. Au sein de règles, c'est-à-dire que je ne pourrais rien faire que le vendeur n'accepte pas. S'il accepte de me vendre 20% moins cher, je peux le faire. Voilà, donc le libéralisme, c'est aussi quelque chose qui vous donne le pouvoir d'un comportement moral. Alors, j'aurais pu parler d'autre chose, j'ai décidé de rester sur vraiment les fondements, puis on a de toute façon quelques temps pour les questions. J'ai fait exprès d'essayer d'aller un petit peu vite pour avoir 10-15 minutes pour les questions. Donc ne soyons pas de faux libéraux. Les faux libéraux, pour moi, ce sont des gens qui se disent les libéraux, mais finalement n'ont pas compris ce pouvoir de la liberté, ne croient pas dans la liberté, et entre autres dans le marché, qui est une des dimensions de la liberté, c'est pas la seule. La liberté, c'est aussi la société civile, c'est la liberté de fonder des associations comme ISFL, etc. C'est ça aussi la liberté, c'est la sphère d'autonomie. Donc ne tombons pas dans cette catégorie de libéraux qui se disent libéraux, mais en fait ne croient pas du tout dans le pouvoir de la liberté. Alors c'est pour ça que ces gens-là, souvent, vous diront, et Dieu seul sait qu'il y en a, ah ouais, moi je suis un libéral, mais l'éducation, quand même, c'est mieux si c'est l'État qui s'en occupe. Ah, moi je suis un libéral, mais les questions de santé, quand même, la santé c'est trop important pour la laisser au marché. Ouais, moi je suis libéral, mais quand même, les individus sont un peu myopes, donc il vaut mieux confier au Parlement la réglementation environnementale. Moi je suis libéral, mais les marchés financiers, ça dérape sans cesse, donc il vaut mieux quand même les réglementer. Moi je suis libéral, mais... et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de gens soi-disant libéraux qui sont comme ça. Moi j'enseigne depuis... je fais des séminaires depuis une vingtaine d'années maintenant avec les gens du parti du FDP en Allemagne, le parti libéral allemand. Et donc j'ai des jeunes qui sont des boursiers de la fondation, qui s'appelle la Vernichtungsmann Stiftung. Et je suis surpris parce que c'est des gens qui sont partisans. Mais la plupart d'entre eux, voilà, ce sont des libéraux, mais quand même l'État doit s'occuper de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'environnement. Alors que, donc ils n'ont pas compris. C'est des gens qui sont un peu, je ne sais pas, libéraux malgré eux, ou je ne sais pas comment les décrire. Mais ils croient honnêtement que l'État va faire un meilleur job s'il s'occupe de l'éducation, de la santé, l'environnement, etc. Ils n'ont pas compris le pouvoir de la liberté. Moi je dirais c'est exactement l'inverse. C'est parce que l'éducation et la santé c'est important qu'il ne faut pas le confier à l'État. Qu'il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes. Qu'il faut que, plus précisément, on laisse ça à des millions d'entrepreneurs. Que cette créativité, on a besoin de libérer la créativité dans ces domaines-là. Et ce n'est pas en confiant un ministère de la Santé ou un ministère de l'Éducation que vous allez avoir de la créativité. Vous allez avoir la gabegie que nous avons depuis, je suis enseignant, depuis maintenant un siècle. L'éducation, la santé, si vraiment vous rêvez de choses bonnes pour vous, pour vos enfants, pour le futur, eh bien il faut laisser ça au marché, il faut laisser ça à l'entrepreneur, à la créativité. Regardez l'éducation. On dit toujours, globalement, on enseigne à nos enfants à peu près, à quelque chose près, à quelques innovations près, la technique est la même que celle utilisée pour nos arrière-grands-parents. Innovation zéro en un siècle. Les enfants, ils arrivent à 8h, la sonne cloche, ils rentrent dans la salle, il y a les bureaux, les chaises, le tableau, la craie. Bon, des fois, maintenant, c'est un tableau blanc avec un feutre, on a fait progrès. Mais c'est à peu près l'innovation qu'il y a eu en un siècle. En un siècle. Un siècle pendant lequel l'État a dit non, l'éducation, c'est trop important, je vais m'en occuper. Degré d'innovation, zéro.
À quoi ressemblerait l'éducation sinon? Ben, j'en sais rien. Mais je peux être sûr que si on ouvrait ça à la créativité, à l'échange, eh bien, on aurait probablement des résultats beaucoup plus probables. Voilà. Donc, ne soyons pas de faux libéraux. Il est temps de reprendre notre liberté. Je crois que le travail aujourd'hui du libéral, et c'est pour ça que j'ai orienté ma petite présentation là-dessus, c'est d'expliquer aux gens, mais n'aie pas peur, jette-toi à l'eau, tu sais nager, hein, tu vas voir. Et en plus, c'est super de nager, c'est une belle sensation. Et puis ça permet d'aller s'amuser avec les collègues. Si tu continues à rester sur la plage, tu n'apprendras jamais à nager. Mais aujourd'hui, on en est là. Les gens, je crois, dans notre pays, surtout en France, là, je parle surtout en France, ils ne croient pas dans le pouvoir de la liberté. Alors ils s'accrochent à la bouée toute rapiécée et percée de l'État, pensant que ça va leur permettre de flotter. Malheureusement, eh bien, ils sont en train en ce moment de couler avec la bouée. Donc c'est pour ça que c'est peut-être le bon moment d'y aller. Lâche-la cette bouée. Lâche-la. Hein. Tu sais, tu as des capacités, tu peux faire des choses et tu verras, c'est quand même plus sympa une société dans laquelle on échange que dans une société où on se bat tous pour le billet de 50 €. Hein. Voilà, je crois que c'est notre tâche. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. J'ai un peu de temps pour les questions. Je suis allé très vite, mais bon, c'est juste une introduction. Je fais un peu de pub pour ce qu'on fait. Je vous ai dit que depuis l'an prochain, ça fera 25 ans, on organise des séminaires pour des étudiants. Il y a beaucoup de gens qui sont à ISFL, qui ont suivi nos séminaires. Le nom de notre association, c'est IES-Europe.org. IES, ça veut dire Institute for Economic Studies. Globalement, ce qu'on fait, notre activité favorite, on a plusieurs activités, c'est prendre une semaine avec des étudiants, un philosophe, un juriste, un économiste, des fois un historien, quand on en trouve un, c'est bien, ou un sociologue, et on discute, mais longuement, on prend toute la semaine dans un endroit tranquille, et on discute de ce dont je vous ai entretenu pendant 40 minutes. Il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est passionnant, en même temps c'est une rencontre avec d'autres. Donc si vous voulez continuer, voilà un endroit, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres instituts, vous allez sur le site d'ISFL, vous trouverez. Il y a des ouvrages, il y a des gens du Libertyphone qui sont dehors, hein. Les bouquins du Libertyphone, c'est merveilleux. C'est un institut qui met à votre portée, en anglais certes, des ouvrages un peu de partout, mais il y a l'Institut Copé, si vous voulez des bouquins en français, donc eux aussi ils seront dehors. Hein, le libéral ne doit pas être feignant, hein, parce que soyons réalistes, nous nageons à contre-courant, hein, donc quand on nage à contre-courant, il faut plus de muscles. Plus de muscles, ce sont de bonnes lectures, de bonnes formations, voilà, parce que puis les autres, ils sont habiles parfois, ils sont maladroits, hein, ils peuvent vous déstabiliser. Hein, ce qui est bien, c'est de bonnes guerres, bon, ben voilà, bon, faut se muscler. Voilà. Il y aura dehors, donc sur des choses beaucoup plus pratiques, un institut qui est en partie à Paris, qui s'appelle l'IREF, par exemple, qui a sorti, c'est mon paternel qui a écrit ça, 3 bouquins sur les retraites. Ben, aujourd'hui, où on débat des retraites, ça serait intéressant de creuser un peu, voir la position des libéraux sur ces choses-là. Voilà, sur cette petite pub, je m'arrête, je laisse quand même la photo de ce jeune homme qui s'apprête, mais je suis sûr, il a fait le choix de plonger. Et ça nous laisse 10 petites minutes pour les questions, s'il y en a.